Aujourd'hui, toujours dans le chapitre les fonctions, on va s'intéresser aux pointeurs sur les fonctions. On va suivre le plan suivant, on va définir les pointeurs sur fonctions. En fait, on va expliquer à quoi ça sert, donc on va s'intéresser à leur utilité, la manière dont on les déclare et la manière dont on les affecte. Effectivement, pour les pointeurs, on avait vu qu'on pouvait les déclarer avec étoile, et on avait vu qu'il fallait récupérer l'adresse d'une variable, donc qu'il fallait leur affecter une adresse. Donc là, pour les pointeurs sur fonction, il est aussi nécessaire de récupérer l'adresse de la fonction. Ensuite, ayant évoqué leur utilité, on va donc observer des cas d'utilisation, c'est-à-dire le paramétrage d'appel de fonction et la transmission de fonction en argument. Donc l'utilité des pointeurs sur fonction, c'est de pouvoir paramétrer l'appel d'une fonction ou de pouvoir transmettre en argument une fonction à une autre fonction. Concernant le premier point, si on dispose de plusieurs fonctions qui ont le même prototype, c'est-à-dire qui diffèrent que par leur identificateur, mais leur liste d'arguments et la valeur retournée sont de même type, et si on souhaite adapter un appel de ces fonctions en fonction de telle ou telle instruction, on peut donc paramétrer l'appel des fonctions, et à ce moment-là, on passera par des pointeurs sur fonction. C'est une possibilité. Ensuite, on a vu qu'une fonction prenait des arguments. Alors une fonction peut aussi prendre des pointeurs en argument. Et donc, on pourrait avoir besoin de transmettre en argument une fonction à une autre fonction. À ce moment-là, on passerait par un pointeur de fonction. Alors ces deux points sont possibles parce que justement, lorsqu'on a un pointeur sur une fonction, on peut appeler la fonction avec le pointeur de la même manière que lorsqu'on utilise l'appel de la fonction classique avec l'identificateur de la fonction. Commençons par la déclaration. Alors ici, tout est une question de parenthèse et de placement de parenthèse. Alors si on observe cette déclaration ici, on a int, donc ensuite on a ptrfc qui est le pointeur de fonction, donc avec l'étoile, et il est entre parenthèses. Et ensuite on a une liste d'arguments et un point virgule parce que c'est une déclaration. Alors si on considère cette déclaration, on retrouve ici un identificateur, qui pourrait être l'identificateur de la fonction, et une liste d'arguments et une valeur de retour. Donc on peut assimiler entre parenthèses étoile ptr underscore fc à l'identificateur de la fonction, c'est-à-dire le nom de la fonction. Et ainsi, ptr underscore fc va être le pointeur vers cet identificateur. Donc on va décortiquer cela étape par étape. Donc ptr fc pointe sur une fonction à deux arguments de type double et int et renvoyant un int. Pourquoi? Parce que ptrfc étoile, donc avec la liste des arguments, est un int. En effet, si on observe tout ce qu'il y a à droite du int, tout ça, c'est un int. Ensuite, ptrfc tout seul, c'est-à-dire juste cette partie-là, comme je viens de l'évoquer, va être similaire à une fonction. Donc ceci est une fonction recevant en argument un double et un int et renvoyant un int. Ensuite, si on enlève simplement les parenthèses, on n'aura pas de changement de sens. On aura toujours une fonction recevant en argument un double et un int et renvoyant un int. Et ainsi, ptr underscore fc est bien un pointeur sur une fonction recevant en argument un double et un int et renvoyant un int. Donc on voit que les parenthèses sont indispensables parce que si on nommait les parenthèses ici, si on ne les met pas, on a ptrfc qui devient non plus un pointeur vers une fonction, mais la fonction, donc ça va être l'identificateur de la fonction, qui va recevoir un double et un int et qui va renvoyer ici un pointeur sur un int. Donc ce sont les parenthèses ici qui vont prioriser l'étoile avec l'identificateur et qui vont rendre en fait similaire la partie à l'intérieur des parenthèses au nom de la fonction. Cette partie comportant une étoile, on a donc une définition d'un pointeur vers une fonction. Donc voilà pour la déclaration. Ensuite, pour l'affectation, de la même manière qu'on doit déclarer une variable et récupérer l'adresse d'une variable, ici on doit déclarer des fonctions et récupérer l'adresse des fonctions. Donc on définit des fonctions, on définit des pointeurs sur fonctions, et ici ptr f1 est un pointeur vers une fonction qui prend en argument un double et un int et renvoie un int. On a f1 qui est bien une fonction qui prend en argument un double et un int et qui renvoie un int. Donc ptrf1 peut recevoir l'adresse de f1. On n'utilise pas l'opérateur d'adresse, mais ça équivaut à écrire
que PTRF1 est égal à EF1. Cette expression est similaire à écrire PTRF1 est égal à EF1. De la même manière, PTRF2 peut être égal à PTRF1. Ceci sera correct parce qu'on aura des pointeurs qui pointent vers le même type de fonction. Par contre, on ne pourra pas écrire PTRF1 ou PTRF2 qui reçoit F2, donc l'adresse de F2, parce que F2 n'est pas une fonction qui reçoit en argument les mêmes arguments que la fonction vers laquelle PTR est censé pointer. À ce moment-là, on ne peut pas affecter une fonction à un pointeur dont le prototype n'est pas le même. On aura un rejet du compilateur. Une fois qu'on a défini nos pointeurs, qu'on leur a affecté des adresses, donc des fonctions, on peut les utiliser. Donc, au niveau de l'utilisation, voici un exemple de paramétrage d'appel de fonction par le biais d'un pointeur. Ici, nous avons des déclarations de fonctions. Ensuite, nous définissons ici un tableau de pointeurs de fonctions qui prennent des voids et qui retournent des voids. Donc, la lecture se fait par rapport à certaines règles de priorité de la droite vers la gauche. Donc, FC est un tableau, puisque j'ai des crochets. Un tableau de quoi? De pointeurs. Donc tout ça, je le lis entre parenthèses. De pointeurs, donc de fonctions, puisque je suis dans la parenthèse. De fonctions qui prend en argument des voids et qui retourne des voids. Et donc en tant que tableau de pointeurs de fonctions, on peut lui assigner des valeurs directement avec une initialisation lors de la déclaration, donc avec les accolades. Et on récupère les adresses ici de fonctions, qui vont être func1 et func2. On peut donc aller appeler des fonctions. L'appel des fonctions se fait en récupérant le pointeur. Ici, on a récupéré le pointeur, puisqu'on est sur un tableau, et dans le tableau, on va préciser un indice. Donc si on précise un indice dans ce tableau de pointeurs de fonctions, on va récupérer un pointeur de fonction. Et un pointeur de fonction s'utilise en précisant la parenthèse et les listes des arguments. Comme nous n'avons pas d'arguments, nous précisons simplement les parenthèses. Et à partir de là, nous avons un appel de fonction. Donc nous aurons pour i égale 0 l'appel de func1 et nous aurons donc cette action qui sera réalisée. Et ensuite, nous aurons pour i égale à 1, nous aurons l'appel de func2. Et ce sera donc la fonction 2 qui sera appelée. Ainsi, concernant l'appel des fonctions à l'aide des pointeurs, on va y revenir en démo. Ensuite, si on a besoin de passer en argument une fonction à une autre fonction, on le fera par le biais d'un pointeur. Ici, on a une fonction integ. Donc, on a pris le cas du calcul de l'intégrale d'une fonction. Donc, l'intégrale est une fonction qui aura besoin qu'on lui précise une autre fonction afin de calculer l'intégrale. Donc, en argument, elle va prendre une fonction et des bornes, une borne minimum et une borne maximale. Ainsi, nous avons plusieurs définitions de fonctions. Par exemple, float func1 float, float func2 float ou encore void func2 void. Par ailleurs, integ est une fonction avec sa liste d'arguments qui retourne un float. Donc si nous déclarons un float res1, nous pouvons lui affecter le retour de la valeur de integ et integ va prendre en argument une fonction, ici dans son premier argument, et ensuite des bornes. C'est ce que nous allons voir en démo. Donc voici notre programme compilé. Ici nous avons des déclarations et définitions de fonctions. Nous avons une fonction qui prend en paramètre un int et un float et qui retourne un float, et qui est définie juste après, et une fonction f2 qui prend en paramètre un int et un float et qui retourne un pointeur vers un float. La définition de f2 n'est pas forcément ici intéressante, puisqu'elle n'est pas forcément optimisée. Ensuite, dans main, nous déclarons un pointeur vers une fonction qui prend en argument un int et un float et qui retourne un float. Une fois ce pointeur défini, nous pouvons récupérer f1, c'est ce que nous faisons ici. Et à partir de là, nous pouvons utiliser le pointeur pour appeler la fonction. Et donc, ici, nous précisons le pointeur et nous appelons ici les arguments, donc 2, et 3,56. 2 pour le int, virgule, 3,56 pour le float. Tout ceci va retourner un float que nous stockons dans f. Ensuite, nous avons l'affichage de la valeur f. Ensuite, nous faisons la même chose pour f2, ici. La déclaration du pointeur met en évidence l'utilisation des parenthèses, et on voit que les parenthèses isolent le pointeur, d'une part, par rapport à l'étoile pour la définition du pointeur, et ici, cette étoile est propre à la valeur de retour, étant donné que f2
retourne un pointeur sur un float que nous retrouvons ici. C'est la valeur de retour. Et donc, si nous n'utilisions pas les étoiles, nous aurons ptrf2 qui serait une fonction qui prendrait en paramètre un int et un float et qui retournerait un pointeur vers un flottant. Donc on a bien ici les parenthèses qui isolent le pointeur vers la fonction et cette fonction prend en paramètre un int et un float, prend en argument un int et un float et retourne un pointeur vers un flottant. Donc nous pouvons récupérer f2. C'est possible parce que f2 a le même prototype. Et ensuite, nous pouvons utiliser ici le pointeur pour faire l'appel de la fonction. Nous allons donc recevoir un pointeur vers un flottant. Donc nous allons recevoir une adresse que nous formatons de cette manière. Ensuite, nous allons afficher avec ce pointeur la valeur qui est pointée par déréférencement. Nous pouvons déjà exécuter le programme avant de continuer sur la suite de la démo. Donc si nous exécutons le programme, nous avons ici la valeur retournée par l'appel est 5,56. Ensuite, la valeur retournée par l'appel est un pointeur. Et le pointeur déréférencé est une valeur aléatoire. Alors pourquoi a-t-on une valeur aléatoire? Ici, que faisons-nous? Nous avons la déclaration d'un pointeur. Nous avons un calcul. Donc ici, nous avons un calcul avec P. Ensuite, nous avons un pointeur qui récupère l'adresse de P. Et nous retournons P. Or, nous avions précisé que retourner l'adresse d'une variable locale n'était pas forcément une bonne idée, étant donné que la variable locale P va vivre à l'intérieur du segment de pile de la fonction f2, et lorsque la fonction f2 sera exécutée, la variable P dont la portée est à l'intérieur de la fonction n'existera plus. Et donc, on aura un déréférencement sur une zone mémoire dont la valeur a disparu. Donc c'est un phénomène auquel on s'attend lorsqu'on retourne une adresse d'une variable locale. Donc ensuite ici il y a un test, c'est qu'on essaye de récupérer un pointeur en affectant sur un autre pointeur. Puisqu'on a une arithmétique des pointeurs, on peut avoir des égalités de pointeurs à condition que les pointeurs soient du même type. Et qu'avons-nous? Si nous compilons, nous avons ici un warning qui nous dit Assignment from incompatible pointer type. Donc ici, ça fait référence à ça. Donc c'est pas possible de récupérer ici ce pointeur comme les pointeurs ne sont pas du même type. Par type de pointeur, on définit le type d'un pointeur par le type de la variable pointée. Parce que le type de pointeur, un pointeur ça contient une adresse, mais on parle de type de pointeur à partir du moment où on met en évidence en fait le type de la variable pointée. Alors, on peut s'intéresser donc à l'utilisation. Maintenant, on a deux cas d'utilisation. Le paramétrage d'appel de fonction, ici, et le passage de fonction en argument. Donc, pour le paramétrage d'appel de fonction, on a reproduit ce qu'on avait montré sur le PowerPoint. Ici, on a la définition de prototype de fonction. Donc, vous voyez ici, f1 underscore int qui prend en argument un int est un int, même si on l'a défini avec une virgule, on met int i, virgule, f1. En fait, on définit aussi une fonction en omettant ça. Mais f1 underscore int, entre parenthèses int, est un int. Donc nous pouvons l'écrire aussi de cette manière. Ici, nous avons d'autres prototypes et nous appelons ici nos fonctions. Que font ces fonctions? Ces fonctions-là, on leur a donné ici des définitions. Donc f1, ça prend un int et ça l'affiche. Pareil pour f2, pareil pour f3. Ensuite, il faut bien voir ici que les fonctions vont être appelées parce qu'elles sont définies, mais aussi parce que, dans notre algorithme, on a initialisé le tableau avec les identificateurs des fonctions. Et ces identificateurs de fonctions ont été déclarés préalablement à la définition du tableau de pointeurs de fonctions. Ça rappelle donc les conditions de déclaration de fonction par rapport à la portée de déclaration de variable, donc qui est la portée de déclaration d'une fonction. Si on définit évidemment ces déclarations après le tableau ne pourra pas les connaître. Et ici, on se fera alerter par le compilateur, puisque ici, on dit que ce n'est pas déclaré. Les déclarations viennent après, parce que la portée de cette déclaration va être tout ce qui suit la déclaration. Et donc F1 sera connu par toutes les variables, ici par le reste du programme jusqu'au bloc. Ainsi,
il faut revenir à des déclarations préalables au tableau. Donc simplement avec cette boucle, on appelle les fonctions à notre guise. Et le paramétrage d'appel de fonction, c'est exactement ceci. C'est-à-dire on ne sait pas quelle fonction on va utiliser à l'avance, mais on sait qu'elle va dépendre d'un indice ou d'une instruction. Ainsi, dans ce cas-là, on a bien l'appel de la fonction qui se fait grâce à son pointeur. Ici, le pointeur est là. Et ici, on a la parenthèse et la précision des arguments à l'intérieur de la parenthèse. Donc voici, à la différence de ce qu'on a vu dans le slide où on avait un void, donc on n'avait rien ici, on peut retrouver le pointeur, même s'il n'est pas mis en évidence, parce qu'ici on a un tableau de pointeurs sur fonction, donc on peut retrouver le pointeur grâce à la précision de l'indice, et ensuite faire son appel. Donc voilà un paramétrage d'appel de fonction. Ensuite, on peut avoir besoin de passer une fonction en argument, et ici nous avons l'intégrale de f sur 0,1 et on a une valeur. Donc définissons ce que l'on fait. Nous avons integ fonction qui est une intégrale d'une fonction qui va prendre en paramètre une fonction et qui va préciser deux bornes. Donc une fois qu'on a défini ici notre fonction, on peut l'appeler ici. Et pour l'appeler, il faut lui donner ici une fonction. Donc notre fonction est la fonction polynôme. On peut lui passer en argument à condition que dans le prototype de la fonction appelante, on ait défini un pointeur de fonction. Parce que l'identificateur de la fonction lors d'une déclaration de fonction, lors d'un prototype, peut faire office de pointeur sur fonction et s'utilise comme un pointeur sur fonction au niveau de l'appel. Donc c'est ça que l'on peut passer ici en argument. On aurait pu aussi récupérer polynôme avec f et passer f. Puisque f est un pointeur sur une fonction qui a le même prototype que polynôme. Auquel cas, on aurait ici changé la déclaration. Par exemple, nous pouvons sortir cette déclaration de pointeur. Donc ici, nous allons mettre une déclaration de pointeur. Voilà. Et on va dire que c'est égal à polynôme. Voilà. Simplement, on va le faire après la déclaration de polynôme, étant donné que polynôme est défini après. Et ici, nous pouvons passer le pointeur. Puisque maintenant, f a bien récupéré l'adresse de polynôme. Donc si nous compilons, nous avons ici un conflit, c'est normal puisque f a déjà été utilisé ici. Donc nous allons l'appeler f bis et passer ici f bis. Donc à ce moment-là, si nous compilons, nous avons ici l'appel qui peut se faire avec le pointeur. Alors à ce moment-là, que se passe-t-il? Nous allons dans integ, fonction, nous récupérons f, et f maintenant est un pointeur sur fonction, donc il faut l'utiliser, il faut appeler des valeurs. Pour appeler des valeurs, on lui passe ici des arguments. En l'occurrence, la fonction polynôme est un polynôme, elle a besoin d'une valeur x afin de retourner f de x, donc y, et c'est un polynôme libre pour lequel on précise les coefficients a, b et c qui sont ici. Donc ici, on s'intéresse à l'intégrale de la fonction ax au carré plus 2x plus 3, et nous avons ici le calcul de l'intégrale. Donc le calcul de l'intégrale se fait arbitrairement avec une augmentation infinitésimale de 0,001 pour le calcul de l'intégrale, et nous calculons f de x dx que nous sommons au fur et à mesure que nous nous déplaçons de min jusqu'à max, en avançant de dx. Ainsi, nous avons la somme des aires, des rectangles. 0,001 est assez significatif pour donner une précision de cette valeur, et donc on arrive à 4,33. Alors, on peut tester d'autres valeurs. Si par exemple on s'intéresse à une fonction ici affine, sur 0,1, on devrait avoir une intégrale de 0 à 1 qui sera de 1,5. Donc, avec une précision de 0,01, ça devrait être cohérent. Et ici, nous avons donc voilà 0,5. Pour être un peu plus précis sur le calcul de l'intégrale, on pourrait affiner ici
l'air, et on pourrait ici avoir, par exemple, voilà, quelque chose d'un peu plus précis. Donc on voit que le calcul est cohérent par rapport à une intégrale. Alors ce qui nous a intéressé ici, ce n'était pas le calcul de l'intégrale, mais c'était bien le pointeur sur fonction. Donc la fonction appelante, dont le prototype précise le pointeur sur la fonction, va ensuite utiliser le pointeur sur la fonction pour faire des appels. C'est ce que l'on voit ici. Donc voilà ce que l'on a couvert. On a parlé des pointeurs sur fonction, on a parlé de leur utilité, de la manière dont on les déclare et la manière dont on les affecte, et ensuite la manière dont on les utilise. Par ailleurs, on a mis en évidence deux cas d'utilisation à travers le paramétrage d'appel de fonction et à travers le fait de passer une fonction en argument d'une autre en utilisant justement un pointeur de fonction. Je vous donne donc rendez-vous au prochain chapitre et je vous remercie.